Procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la violence dans le couple. Est-ce que vous pouvez, en préambule, nous donner éventuellement quelques chiffres ou nous différencier quelles sont d'un point de vue juridique, les différentes formes de violence dans un couple? Alors sur les chiffres, on peut dire grosso modo que les chiffres sur 4 ans, hein, entre 2004 et 2006, les chiffres de la violence ont augmenté d'à peu près la moitié. C'est-à-dire qu'on fait moitié plus de violence aujourd'hui qu'autrefois. Ça ne veut pas dire, et là je voudrais insister, qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Ça veut dire que les gens qui en sont victimes ne le supportent plus et qui viennent déposer plainte. Parce que les chiffres de la délinquance qu'on peut citer, qu'un procureur peut citer, c'est les chiffres qui sont l'objet d'une plainte qui a été déposée à la police, à la gendarmerie ou même directement ici au parquet du procureur. Mais tous les faits pour lesquels on n'a pas déposé plainte, qu'on n'a pas signalé, c'est des faits qu'on ne peut pas compter. Donc moi ce que je dis, c'est qu'il y en a plus aujourd'hui que je traite. Je ne dis pas qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Et si c'est ça l'explication, franchement c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est possible de déposer plainte, que c'est efficace de déposer plainte, et que ça peut permettre, je ne dis pas que c'est systématique, dans certaines circonstances, au moins de limiter les choses, et puis de revenir dans la famille, dans le couple, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet du couple, à une relation qui soit d'une autre nature que la parole avec les mains. Alors, nous attarderons sur le côté malheureux aujourd'hui. Alors, d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ou catégories de violence dans le couple? Voilà, la loi, depuis maintenant pas mal d'années, mais ça s'est précisé encore récemment, prévoit des sanctions qui sont très sérieusement aggravées lorsqu'elles sont commises au préjudice de son conjoint, de son concubin ou de son ex-conjoint et de son ex-concubin. Par exemple, une violence qui a entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours, c'est normalement juste une contravention qui est sanctionnée par une simple peine d'amende. Lorsqu'elle est faite au préjudice de son conjoint, de son concubin, ou de son ex-conjoint, de son ex-concubin, elle est sanctionnée de 3 ans d'emprisonnement, ça devient un délit, 3 ans d'emprisonnement, et 75 000 € d'amende. Et quand c'est des violences plus graves, où on dépasse les 8 jours d'incapacité totale de travail, là on passe à 5 ans d'emprisonnement. Vous voyez que c'est quand même des peines qui sont tout à fait importantes. Même si c'est son concubin actuel. Alors, moins de 8 jours d'arrêt de travail, mais si ces actes sont d'incapacité, répétés... L'arrêt de travail, c'est autre chose. Oui, excusez-moi. Si c'est répété, c'est-à-dire que ça fait 2, 3 fois, là peut-être on va encore parler de multirécidivisme officieux, mais sans qu'il y ait pour autant d'incapacité de travail. Quel est le recours d'une personne qui vit dans une notion de détresse presque permanente? Oui, c'est ça. Là, il y a une infraction particulière, là aussi, qui est dans la loi, qui ressemble à celle du harcèlement. Et le fait de commettre de manière habituelle des violences, même des petites violences, mais de manière répétée, habituelle, que ça devienne presque quotidien, c'est quelque chose qui est sanctionné par la loi, à peu près au même niveau que les violences avec une ITT de moins de 8 jours que j'évoquais tout à l'heure. Là, se pose par contre, si vous voulez, la plupart du temps un problème de preuve. Parce que, évidemment, tout le monde le sait, il ne suffit pas d'aller à la police ou à la gendarmerie et de dire mon mari, mon épouse aussi, ça existe, exerce sur moi des violences pour que la justice croie qu'effectivement il y a des violences qui ont été exercées. Il faut en apporter la preuve, et la preuve la plus importante, la plus utilisée, c'est le certificat médical, qui va constater des blessures et qui va donner des indications sur l'incapacité de travail éventuelle, pas forcément, qui aura été commise. D'accord. Avant d'arriver à des cas flagrants et malheureux, restons justement sur cette notion quelque peu subtile et délicate de la preuve. Un mari, je m'attarderai plus à cet acte-là, qui, entre guillemets, harcèle, comme nous le disions, donc c'est une forme de violence, de pression psychologique, et presque fait comprendre à la femme que si elle utilise ça, vu qu'il n'y a pas de preuve, pour une séparation, eh bien, lui, de son côté, ne donnera aucune prestation familiale pour les enfants et utilise les enfants en otage. Est-ce qu'une femme comme ça, qu'est-ce qu'il lui reste? C'est vrai que la preuve, c'est une exigence délicate. Mais quand même, quand il y a des choses qui sont habituelles, au-delà du certificat médical, on a un contexte général qui est connu de l'entourage. On peut obtenir quand même des témoignages.
on peut aussi démontrer quand même que l'état de santé de la personne se dégrade. Je ne parle pas simplement de l'état physique, mais aussi de l'état psychique. Il y a des gens qui finissent par être complètement déprimés, qui doivent être suivis psychologiquement à la suite d'une vie qui finit par être insupportable et oppressante. Eh bien, ça, l'ensemble de ces éléments permet, à un moment donné, de caractériser le harcèlement au sein d'un couple. Alors, nous y reviendrons dans un instant au niveau des pistes que je vous remercie en tout cas en tant que numéro 1 de la justice en Guadeloupe à nous recommander. Sachez que ça rassure nos téléspectateurs de vous savoir vous prêter à ce jeu, de la disponibilité. Alors, une personne toujours dans cette détresse, qui souffre, on va arriver au meurtre, qu'est-ce qu'elle peut attendre concrètement en termes d'étapes déjà? Le premier service, où est-ce qu'elle peut se confier au niveau de la justice pour dire voilà, elle veut se séparer d'une situation. Maintenant, il y a la pression de l'argent aussi. Des personnes restent avec des personnes violentes, rien qu'à cause d'une question d'argent. J'ai pas de situation économique. Moi, si vous voulez, je vais vous donner une réponse qui est presque plus de l'ordre du bon sens qu'une réponse technique d'un technicien du droit, d'un juriste. Voilà. D'abord, il faut en parler. Quand même, tout le monde a au moins un ami, quelqu'un de la famille, un grand-parent, je ne sais qui, enfin quelqu'un de suffisamment proche pour en parler, puis pour échanger, voilà, pour discuter, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Et puis on est dans des relations de famille, donc il y a de l'affection. Et puis quoi qu'il advienne, celui qui donne les coups, c'est quand même celui qui restera toujours, peut-être jusqu'à la fin, le mari, l'époux, etc. Alors, bon, donc commencer à en parler à quelqu'un de proche. Et puis ensuite, il y a quand même toute une série d'associations, de services sociaux qui sont formés pour ça, qui sont aptes à pouvoir donner un point de vue, donner un point de repère à des personnes qui sont souvent un petit peu désespérées, perdues, quoi. Voilà. En Guadeloupe, vous avez connaissance d'une cellule d'écoute pour les femmes? Oui, bien sûr, il y a au niveau de la préfecture une délégation aux droits des femmes qui est animée par une déléguée. C'est quelqu'un dont on peut trouver les références très facilement sur le site ou sur l'annuaire de la préfecture, et à qui on peut s'adresser et qui renverra le cas échéant sur telle ou telle association. Mais c'est aussi tout le secteur social du Conseil général, bon, que tout le monde connaît bien, hein, donc les assistantes sociales de secteur, de quartier, qui sont aussi susceptibles de pouvoir recevoir les gens et de les réorienter. Et puis il y a aussi le cran, je dirais, suivant, l'association dont on a déjà parlé, la GAGE, qui est l'association d'aide aux victimes, puisque ce sont des victimes quand même ces gens-là. Donc les personnes peuvent aller rencontrer quelqu'un de la GAGE et dire ben voilà ce qui se passe chez moi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse, quoi? Je suis perdu. Hein. Alors, je me permets juste quelques cas dont j'ai connaissance. Malheureusement, quand vous parliez d'affectif et tout, avant qu'on arrive dans quelques secondes au cas grave, je reste pour prendre référence à la Martinique et tout, et aussi les violences d'étrangers sur le territoire français. Qu'est-ce que la loi fait à ce niveau? Et de décès de personnes par qui elles peuvent être représentées. Est-ce qu'on va être un porte-parole pour ces personnes? Donc, malheureusement, un peu peut-être même pour le cas des pédophilie, j'ai l'impression qu'il y a une similitude, que des fois des personnes charismatiques, en extérieur ont une belle image, et en intérieur peuvent aussi battre leurs femmes. Et malheureusement, en Guadeloupe, je ne sais pour à l'extérieur, c'est que vous avez des femmes qui sont adoptées par la famille de l'époux, et malheureusement, il y a l'appartenance à la famille, c'est-à-dire que c'est mon fils, et je vois d'abord mon fils. Donc, vous devrez choisir d'être rejeté. Alors, ça fait peut-être 10 ans maintenant que vous avez un peu abandonné votre propre famille, parce que vous étiez absorbé par une nouvelle famille. Et moi, j'ai connaissance de cas où les sœurs, la mère de son fils, disent c'est pas possible, mon fils n'est pas comme ça. Quand déjà autour de vous, vous voyez qu'on vous dit que presque, comme un cas de pédophilie presque, que ce que vous dites, c'est pas vrai, quoi. Parce qu'il y a cette notion d'appartenance de famille. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne alors? Encore la gage? Bien sûr, oui, oui. Moi, je pense qu'effectivement, il faut sortir du cercle de la famille à ce moment-là pour aller rencontrer quelqu'un dans le cadre d'une conversation qui sera couverte par le secret professionnel. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui va ensuite être publié le lendemain dans France Antilles ou sur un média comme le vôtre. Bon, donc il y a vraiment là la possibilité de le faire. Ce que je voudrais dire par rapport à ce que vous venez d'indiquer, monsieur, c'est l'expérience, hein, c'est la connaissance des dossiers qui me le fait dire. Il n'y a pas un milieu
qui soit exempt d'actes de violence au sein des couples. Ça peut arriver à tout le monde, ça se trouve dans tous les types de familles, dans tous les types de milieux, dans tous les types de communautés, vraiment, vraiment. Et chaque fois, la pression que vous indiquez, la pression de l'entourage qui dit « mais c'est pas possible, on le connaît, mais il est gentil, mais il est... voilà, c'est pas possible que ce que l'on me raconte soit vrai, voilà quelqu'un qui invente », c'est une pression qui est très importante. D'un autre côté quand même, parce qu'il faut être objectif, il y a des gens qui racontent des choses qui sont inexactes, il y a des gens qui essayent de manipuler d'autres personnes pour elles-mêmes obtenir des choses qu'elles n'auraient peut-être pas pu avoir sans ce mensonge. Donc, il faut prendre la part des choses. Hein. Voilà. Donc, nous rappelons que toute diffamation est condamnable aussi. Absolument. Alors, maintenant, venons à des cas monstrueux. Et là aussi, je voudrais qu'on voit sur le territoire français, quand un étranger tue sa femme. Je me rappelle un cas, donc un couple haïtien, juste pour ce cas-là, hein, pour masquer la théorie, qui a tué sa femme, je crois qu'elle est même coupée et enterrée. Un étranger sur le territoire français qui tue sa femme ou qui blesse sa femme. Sa femme, quel est son recours sur un territoire français alors qu'elle est étrangère? Sa femme, si elle est décédée, elle n'aura pas beaucoup de recours, hein, pardonnez-moi. Mais non, mais bon, au-delà de l'observation, il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucune différence pour la loi française entre quelqu'un qui est français et étranger. Je vous rappelle que la France est la patrie des droits de l'homme et pas simplement des droits du citoyen français, et que quelqu'un qui se fait attaquer, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, on lui applique ici la même loi qu'à nous tous. Dans cette notion d'immédiateté, pour revenir à des choses plus locales, quel est le recours de cette femme si le monsieur veut, une fois qu'il constate qu'effectivement il y a une procédure, et qu'il puisse partir? Comment empêcher quelqu'un de partir pour se protéger peut-être dans son pays et que les choses soient réglées tout de suite, une fois qu'on a commencé une procédure? Tout dépend à quel stade on est de la procédure. Voilà, je vais vous expliquer très rapidement. À partir du moment où quelqu'un commence à être soupçonné très sérieusement d'avoir commis des faits aussi graves que ceux que vous évoquez, il doit être interpellé, placé en garde à vue, entendu et éventuellement déféré ici au palais de justice. Mais s'il n'y a pas cet élément de soupçon-là, il est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut. On est un pays de la liberté. Il est donc libre de partir s'il le veut, et encore plus dans son pays, évidemment. D'accord. Monsieur le procureur, maintenant, des faits graves. Nous avons initié avec ce cas de meurtre, etc. Peut-être même en Martinique, on voit même des cas de maris qui vont jusqu'à brûler leurs femmes sur la voie publique. Concrètement, donc la Martinique nous regarde aussi aujourd'hui, la Guyane aussi désormais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire dans une situation comme celle-ci? Les femmes qui nous regardent, qui sont victimes et qui demain ne l'espérons pas, qui pourront se retrouver dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre des services de l'État, donc du tribunal à travers je crois qu'elles obtiendront des services de l'État ce qu'elles-mêmes décideront de faire. Je veux dire par là, si elles continuent à supporter, à accepter, à finalement prendre sur elles ce qui leur arrive, personne ne pourra vraiment rien. Par contre, moi ce que je dis, c'est que quelqu'un, au préjudice duquel il y a des faits aussi graves que ceux que vous évoquez, mais même des risques aussi graves que ceux que vous évoquez, qui pèsent sur cette personne-là doit entendre, se faire entendre, déposer plainte, révéler les faits, faire savoir à celui qui commet les faits que ça ne pourra pas continuer et qu'elle les a fait connaître aux autorités. Et que, évidemment, s'il y avait quelque chose de plus grave qui se passerait, les autorités sauraient immédiatement vers qui tourner le regard accusateur. Donc vous me dites, il y a la plainte concrète, mais aussi signifier à l'autre qu'il y a une plainte qui est déposée. Bien sûr. Vous dites que ça aide. Oui, bien sûr. Maintenant, nous parlions d'un cas de meurtre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une situation où, effectivement, cette personne, qu'elle soit féminine ou masculine, pour la théorie, décède, est-ce que l'on, au-delà, si une association ne prenait pas le relais pour une procédure pénale, pour le principe, vous dites que nous sommes en France, les droits de l'homme, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un procureur s'investisse pour justement signifier qu'en France, on n'a pas le droit de tuer un être humain au prétexte d'être un couple? Écoutez, alors, si le procureur ne s'investit pas dans ce genre de mission-là, c'est plus un procureur. Hein. Non, je ne connais, si vous voulez, aucun procureur, aucun magistrat, aucun policier, vraiment,
qui ne travaillerait pas dans le sens que vous dites lorsque des faits d'une telle gravité lui sont révélés. Vraiment, je vous assure qu'il y a une réaction immédiate importante. Alors, quand les faits, reprenons le début de notre entretien d'aujourd'hui, sont plus diffus, qu'on est plutôt dans le cadre du harcèlement avec un sentiment d'être harcelé, de subir des violences, etc. C'est plus difficile à caractériser. Là, les services d'enquête doivent faire un travail beaucoup plus important et les choses ne peuvent pas aller aussi vite, évidemment, que quand les choses sont carrées, que les blessures graves sont évidentes, qu'elles sont présentées là, qu'il y a le certificat médical. Bien sûr que ça ne peut pas tout à fait être le même type de réaction et les services doivent avoir la sagesse de prendre un petit peu de distance et de regarder ce qu'il en est vraiment. Excusez-moi, monsieur le prêtre, monsieur le procureur de la République en Guadeloupe, je vous fais vous répéter. Vous nous dites que même si cette personne n'existe plus, on constate qu'elle avait porté plainte plusieurs fois, mais que malheureusement, face à cette situation, elle n'est plus aujourd'hui, qu'on peut s'attendre à ce que vous, en Guadeloupe, vous représentez cette personne décédée au nom de la France, de la justice française et des droits de l'homme. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort à la suite d'un assassinat qu'il n'y a plus d'assassin. On est quand même bien d'accord. Donc, les ayants droit, comme on dit quand on est un juriste, mais en fait, les héritiers, les enfants, les fils, les cousins, les parents de quelqu'un qui est décédé dans des conditions qui leur paraissent suspectes, qui leur paraissent résulter d'une violence, quel que soit le type de violence, y compris, je dirais, une violence plus du quotidien, plus diffuse, comme nous évoquions tout à l'heure. Ils sont en droit de déposer plainte, de révéler, même sans déposer plainte, les faits à la justice, et la justice enquêtera, bien sûr. Et vous pouvez vous investir vous-même. Absolument. Ce qu'on est à vous solliciter. Tout à fait. Rappelons une dernière fois les étapes. Vous êtes victime d'une violence dans le couple. Première étape. Il faut en parler à quelqu'un qui en a confiance pour essayer de voir ce qui arrive. Si cette personne n'est pas accessible ou si elle n'existe pas, ça peut bien arriver. Vous évoquiez tout à l'heure des gens qui sont enfermés dans une marmite familiale, si je puis dire. Hein. À ce moment-là, il faut sortir de cette marmite. Il faut aller voir peut-être les services sociaux, peut-être les services de la déléguée aux droits des femmes du département. Il y en a dans toutes les préfectures. Peut-être les services sociaux du conseil général. Il y en a dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, de manière à ce qu'un professionnel puisse regarder ce qui se passe et éventuellement donner les indications qui permettent d'ouvrir les choses. Et puis si c'est tellement grave, il faut aller tout de suite à la gendarmerie, à la police, ou écrire une lettre au procureur, une simple lettre. Une enquête sera faite. Monsieur le procureur, merci. C'est normalement juste une contravention qui est sanctionnée par une simple peine d'amende. Lorsqu'elle est faite au préjudice de son conjoint, de son concubin, ou de son ex-conjoint, de son ex-concubin, elle est sanctionnée de 3 ans d'emprisonnement, ça devient un délit, 3 ans d'emprisonnement, et 75 000 € d'amende. Et quand c'est des violences plus graves, où on dépasse les 8 jours d'incapacité totale de travail, là on passe à 5 ans d'emprisonnement, vous voyez que c'est quand même des peines qui sont tout à fait importantes. Même si c'est son concubin actuel. Alors, moins de 8 jours d'arrêt de travail, mais si ces actes sont d'incapacité, répétés... Hein. L'arrêt de travail, c'est autre chose. Hein. Oui, excusez-moi. D'incapacité. Si c'est répété, procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la violence dans le couple. Est-ce que vous pouvez, en préambule, nous donner éventuellement quelques chiffres ou nous différencier quelles sont, d'un point de vue juridique, les différentes formes de violence dans un couple? Alors sur les chiffres, on peut dire grosso modo que les chiffres sur 4 ans, hein, entre 2004 et 2006, les chiffres de la violence ont augmenté d'à peu près la moitié. C'est-à-dire qu'on fait moitié plus de violence aujourd'hui qu'autrefois. Ça ne veut pas dire, et là je voudrais insister, qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Ça veut dire que les gens qui en sont victimes ne le supportent plus et qu'ils viennent déposer plainte. Parce que les chiffres de la délinquance qu'on peut citer, qu'un procureur peut citer, c'est les chiffres qui sont l'objet d'une plainte qui a été déposée à la police, à la gendarmerie ou même directement ici au parquet du procureur. Mais tous les faits pour lesquels on n'a pas déposé plainte, qu'on n'a pas signalé, c'est des faits qu'on ne peut pas compter. Donc moi ce que je dis, c'est qu'il y en a plus aujourd'hui que je traite. Je ne dis pas qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Et si c'est ça l'explication, franchement c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est possible de déposer plainte.
que c'est efficace de déposer plainte et que ça peut permettre, je ne dis pas que c'est systématique, dans certaines circonstances, au moins de limiter les choses et puis de revenir dans la famille, dans le couple, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet du couple, à une relation qui soit d'une autre nature que la parole avec les mains. Alors, nous attarderons sur le côté malheureux aujourd'hui. Alors, d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ou catégories de violence dans le couple? Voilà, la loi, depuis maintenant pas mal d'années, mais ça s'est précisé encore récemment, prévoit des sanctions qui sont très sérieusement aggravées lorsqu'elles sont commises au préjudice de son conjoint, de son concubin ou de son ex-conjoint et de son ex-concubin. Par exemple, une violence qui a entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours. C'est-à-dire que ça fait 2-3 fois, là peut-être on va encore parler de multirécidivisme officieux, mais sans qu'il y ait pour autant d'incapacité de travail. Quel est le recours d'une personne qui vit dans une notion de détresse presque permanente? Oui, c'est ça. Là, il y a une infraction particulière là aussi qui est dans la loi, qui ressemble à celle du harcèlement. Et le fait de commettre de manière habituelle des violences, même des petites violences, mais de manière répétée, habituelle, que ça devienne presque quotidien, c'est quelque chose qui est sanctionné par la loi, à peu près au même niveau que les violences avec une ITT de moins de 8 jours que j'évoquais tout à l'heure. Là, se pose par contre, si vous voulez, la plupart du temps un problème de preuve.